bienvenue sur notre chaîne Aikibu. Aujourd'hui, on se penche sur une figure majeure, Macky Sall. Mhm. 12 ans à la tête du Sénégal, de 2012 à 2024. Ça laisse forcément des traces. Il est parti le 2 avril dernier, mais la question reste entière. Mission accomplie ou pas vraiment? C'est ça, la question du bilan, elle est complexe. Il est arrivé, faut se rappeler, avec un très gros score, 65,80% contre Abdoulaye Wade. C'était un ingénieur géologue à la base. Oui, et il avait cette grande promesse, non? Transformer le Sénégal. Exactement. Le plan Sénégal émergent, le fameux PSE, lancé en 2014, l'objectif affiché, un pays émergent d'ici 2035. C'était l'épine dorsale de sa présidence. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer ça. Les réussites, ce qui se voit, mais aussi les ondes d'ombre. Un héritage, on peut le dire, assez contrasté. Tout à fait. On va essayer de décortiquer tout ça. Alors, commençons par l'économie. Le moteur, ce PSE. Au début, ça semblait bien parti, non? On parlait de chiffres de croissance assez impressionnants. Oui, au début, entre 2014 et 2019, on était sur une moyenne de 6% de croissance annuelle. C'était solide. C'était même plutôt bon pour la région. 6%, c'est pas rien. Mais après, ça c'est compliqué. Ah oui, ça s'est gâté. Plusieurs facteurs sont entrés en jeu. D'abord, le choc du Covid-19, évidemment, puis la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix, et il faut ajouter les tensions politiques internes qui ont aussi pesé. Et du coup, la croissance, elle a suivi? Elle a chuté lourdement. En 2020, on est tombé à 1,3%. Ça a repris un peu ensuite, mais ça a de nouveau ralenti pour tourner autour de 4% en 2023. Donc un parcours bien plus heurté que ce qui était espéré au départ. D'accord. Mais ce qu'on voit sur le terrain quand on pense PSE, c'est surtout les chantiers, les infrastructures. C'est indéniable, non? Ah, ça, c'est clair. C'est peut-être l'héritage le plus marquant, le plus visible. Le train express régional, le TR, à Dakar, c'est une révolution pour beaucoup. Et le BRT, le Bus Rapid Transit, qui arrive aussi. Voilà. Plus les milliers de kilomètres de routes et d'autoroutes construites ou réhabilitées. Les ponts, les pistes ruraux aussi, il ne faut pas les oublier. Et cette nouvelle ville, Diamniadio. Diamniadio, sortie de terre avec ses ministères, son centre de conférence, l'arène nationale, même une unité de production de vaccins, sans oublier le nouvel aéroport Blaise Diagne, même si sa conception est antérieure. C'est un changement physique du pays. Il y a eu aussi des efforts sur l'énergie, je crois. Oui, la capacité électrique a quasiment doublé, et un effort sur le renouvelable, avec notamment la centrale solaire de Dias. L'objectif était d'atteindre 30% d'énergie renouvelable dans le mix. Donc beaucoup de réalisations concrètes, visibles, mais, il y a toujours un mais, le financement de tout ça. C'est le revers de la médaille, et il est lourd. La dette publique, elle a littéralement explosé. On est passé d'environ 40% du PIB en 2012 Oui. à près de 84% fin 2023. 83,7% pour être précis. 84%, c'est énorme. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique que le service de la dette, c'est-à-dire les remboursements et les intérêts, pèse de plus en plus lourd dans le budget de l'État. Ça réduit les marges de manœuvre pour d'autres dépenses, sociales par exemple. Et il y a eu des surprises, non, sur l'état réel des finances? Oui, un audit récent, notamment du FMI, a montré que le déficit budgétaire moyen entre 2019 et 2023 était bien plus élevé que les chiffres officiels annoncés. On parle de 10,4% en moyenne contre 5,5% prévu. Ah oui, quand même, c'est presque le double. Et pire encore, cet audit a révélé ce qu'on a appelé une dette cachée, des engagements de l'État non comptabilisés, d'environ 7 milliards de dollars. 7 milliards, c'est colossal. Donc une situation financière très tendue. Très tendue, oui. Et n'oublions pas le pic d'inflation qui a atteint 9,7% en 2022, touchant durement le pouvoir d'achat. D'accord, donc un Sénégal modernisé en surface, avec des infrastructures nouvelles, mais qui tire la langue financièrement. Et sur le plan social, comment ça s'est traduit pour les gens, surtout en dehors de Dakar? Alors là aussi, c'est contrasté. Il y a eu des programmes qui ont eu un impact réel en milieu rural. Le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, a été assez marquant. Le PUDC, oui. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Principalement l'électrification rurale, qui est passée de 27% à 58% de couverture, et l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Ce sont des changements très concrets pour les populations. Et il y a eu d'autres programmes similaires? Oui, le PUMA pour les zones frontalières, Promoville pour l'aménagement dans les villes secondaires.
Et il faut reconnaître que les budgets alloués à l'éducation et à la santé ont été massifs. On parle de 1000 milliards de francs CFA pour l'éducation en 2021, par exemple, avec de nouvelles écoles, des hôpitaux. Des investissements sociaux importants, non? Mais le gros point noir, celui dont on entend parler tout le temps, c'est le chômage des jeunes, non? Malgré tout ça, C'est le défi majeur, persistant. Les chiffres sont têtus. Environ un tiers des 15-34 ans sont au chômage ou sous-employés. Et chaque année, ce sont 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. 200 000, c'est énorme. Et les programmes d'insertion, les 350 milliards annoncés, ça n'a pas suffi. visiblement pas assez pour absorber ce flux. Ça reste une bombe à retardement social et ça explique en partie les tensions qu'on a vues. Passons justement à la politique et à la diplomatie. Là aussi, on a l'impression de deux visages très différents. Exactement. À l'international, Macky Sall a incontestablement acquis une stature. Il a été un leader respecté. Président de la CEDEAO, puis de l'Union africaine en 2022. Oui, il a été très actif sur la scène continentale et même mondiale. Très actif. Il a mené des médiations réussies, comme en Gambie en 2017 pour le départ de Yahya Jammeh. Il a joué un rôle clé pour l'entrée de l'Union africaine au G20. Il y a eu aussi cette médiation sur les céréales ukrainiennes, non, pour l'Afrique? Oui, il s'est impliqué. Et sa gestion de la crise Covid au Sénégal a été saluée internationalement. Le magazine Foreign Policy l'avait classé 2e mondial pour sa réponse. Et récemment, il a été nommé envoyé spécial du Pacte de Paris pour la planète et les peuples. Donc un vrai rayonnement. Un bilan diplomatique plutôt flatteur donc. Mais alors, comment expliquer le contraste saisissant avec la situation politique intérieure, surtout sur la fin? Ça a beaucoup dérapé, non? C'est là que l'image se fissure sérieusement, surtout pendant le second mandat. On a assisté à une crispation politique très forte, perçue par beaucoup comme une dérive autoritaire. Avec des affaires visant des opposants? Oui, des affaires judiciaires qui ont écarté des rivaux potentiels importants. On pense à Karim Oued, à Khalifa Sall, et bien sûr plus récemment à Ousmane Sonko, dont l'arrestation en juin 2023 a déclenché de graves troubles. Troubles qui ont été violemment réprimés d'ailleurs. Oui, Amnesty International a parlé de 23 morts en juin 2023. Il y a eu un usage jugé excessif de la force, des coupures d'Internet pour limiter la mobilisation, et puis la dissolution du parti de Sonko, le PASTF, en juillet 2023. Ça a marqué une escalade. La liberté de la presse aussi a semblé reculer. Clairement, le Sénégal a perdu 31 places dans le classement 2023 de Reporters sans frontières. La chaîne Welf TV a été suspendue à plusieurs reprises, des journalistes ont été arrêtés, le climat s'est durci pour les médias indépendants. Et puis, il y a eu toute cette saga autour du 3e mandat. À la fameuse question du 3e mandat, Macky Sall a entretenu le flou pendant des mois, voire des années. Il a finalement renoncé en juillet 2023, ce qui a été salué, mais la tension était déjà très haute. Et juste avant l'élection de 2024, cette tentative de report du scrutin. Oui, le report de l'élection présidentielle de février 2024, décidé in extremis, a failli plonger le pays dans une crise institutionnelle majeure. Heureusement, le Conseil constitutionnel a invalidé cette décision et l'élection a pu se tenir en mars. Mais ça a laissé des traces. Sans oublier les controverses financières qui ont émaillé ces mandats. Effectivement, il y a eu l'affaire Petrotim, avec des soupçons sur l'attribution de contrats pétroliers et gaziers et l'implication présumée de son propre frère, Aliou Sall. Et puis, la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19, épinglés par un rapport de la Cour des comptes pour des irrégularités et des détournements présumés. Et ces affaires ont eu des suites judiciaires? Très peu, voire pas du tout, ce qui a alimenté les critiques sur l'impunité et la gouvernance. Donc si on essaye de faire la synthèse, c'est vraiment un bilan Complexe. très complexe. D'un côté, un bâtisseur indéniable. Des routes, des ponts, des trains, une ville nouvelle. Une transformation physique visible, oui, Et une vraie stature diplomatique retrouvée pour le Sénégal sur la scène internationale. mais de l'autre côté, une fin de règne marquée par, on peut le dire, une dérive autoritaire, des tensions politiques très fortes, une dette qui pèse comme une épée de Damoclès. Absolument. Une dette très lourde et ce problème lancinant du chômage des jeunes qui n'a pas trouvé de solution structurelle malgré les efforts affichés. L'héritage, c'est donc un Sénégal modernisé dans ses infrastructures, mais politiquement peut-être plus fragile, socialement sous tension. C'est une lecture possible, oui. Un pays transformé, mais avec des fractures importantes. On peut dire que sa décision finale de ne pas chercher ce 3e mandat, même tardive, a été cruciale pour éviter le pire et préserver une certaine stabilité démocratique. C'est peut-être ça, finalement, son acte politique le plus fort. La grande question pour l'avenir, c'est de savoir ce qui va l'emporter.
Est-ce que le confort apporté par les nouvelles infrastructures va finir par compenser, dans la mémoire collective, le poids de la dette et le souvenir des tensions politiques? Qu'est-ce qu'on retiendra vraiment de ces 12 années? C'est une question ouverte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette discussion approfondie avec nous. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous et likez si ça vous a plu. À la prochaine pour une nouvelle exploration.